Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, les hommages. Salut, Alex. François, je dois t'avouer, Vas-y. après des millions d'annonces et que Marie-André me gossait, je fais maintenant partie de la secte. De Tesla. Non, oui, c'est depuis le mois de juillet, mais oui, autre chose. On n'embarquera pas Louis là-dedans. T'es-tu rendu déjà à l'âge d'or? Non plus. Ah, OK. Je suis mansmade. Oh! J'ai reçu mes mansmade. Je dois t'avouer que c'est la première journée. Je file très bien. Oui, ça, c'est des fameux boxeurs qu'on voit Écoute, les annonces. partout. Les gars sont très bons au niveau des... Écoute, sérieux, au niveau de la pub et de la promo, ils sont excellents. Alors, je me suis fait avoir. J'en ai commandé une paire. Est-ce qu'on peut voir une photo à l'écran? Non. Non? Ah, OK. Parle-nous du show maintenant cette semaine. Écoute, on avait un spécial football Ouais, la semaine passée. Cette semaine, c'est un spécial soccer en première partie. David Sauvry, ancien des Celtics et assistant entraîneur avec le CF Montréal. Et en deuxième partie, on parle justement des Celtics avec Alex Maguisset. Bienvenue à Sport Express. Cette semaine à Sport Express, mon cher, tu sais que la semaine dernière, on a parlé de football américain et là, on va parler de football européen aussi. On appelle ça ici en Amérique du Nord le soccer. Il est entraîneur adjoint au FC Montréal. David Sauvry est avec nous. Salut. Salut, David. Ben oui. Content de te retrouver sur notre plateau. Content de vous voir aussi. Ça fait longtemps. Ça se peut que je m'échappe pour Impact, mais Gabriel Gervais a dit qu'on avait le droit de le dire des fois. Alors, tu peux t'échapper. Le président l'a dit, tout va bien. Exactement. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Il y a eu énormément de changements au cours des derniers jours, des dernières semaines au FC Montréal. Les joueurs qui commencent à... Je pense qu'on a découvert qui était le noyau qui va rester au niveau des joueurs au FC Montréal. Il y a eu des changements hiérarchiques au niveau administratif également. Tantôt, tu nous disais, Ordon, tu sais, dans le fond, la hiérarchie était quand même déjà établie. Laurent Courtois, qui est l'entraîneur-chef. Toi, tu es l'entraîneur adjoint principal avec Laurent Simon. Laurent a quitté maintenant, donc il va falloir le remplacer. Mais toi, quand tu as su dans tout ce tumulte-là que tu restais, j'imagine que tu étais super content. Non, mais c'est sûr que personnellement, tu étais toujours heureux de continuer l'aventure. Surtout que moi, c'était ma première expérience en équipe première en MLS. Donc forcément, j'étais heureux de continuer l'aventure. Après, on tisse beaucoup de liens aussi avec les gens du staff parce qu'on est tous les jours ensemble. C'est quasiment une famille. Et on voyage ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble. Puis il y a des hauts et des bas dans une saison. Et il faut être très soudé, le staff et les joueurs, pour être capable de passer outre ces moments plus difficiles, on va dire. Donc c'est là où tu te rassembles un peu plus. Donc forcément triste de voir partir certaines personnes. Mais on sait dans quel monde on est, dans le sport professionnel. Le sport professionnel, parfois, il peut être, entre guillemets, peut être cruel. Et on sait que ça peut faire partie de l'équation, ça c'est sûr. Je veux qu'on revienne en arrière. Là, on parle de sport professionnel, mais quand on t'a reçu ici pour la première fois il y a quelques années, tu travaillais ici pour le Celtics. On va recevoir Alex Maguisset en deuxième partie. Écoute, David, c'est allé rapidement. Hein? Là, tu es rendu assistant-entraîneur du CF Montréal. Si on revient à l'arrière, quand tu étais ici avec le Celtics, pensais-tu, je comprends que c'est un rêve là, de vouloir être entraîneur, puis pensais-tu graver les échelons aussi rapidement? Non, je ne pensais pas du tout. Après, on travaillait fort au Celtics pour faire de bonnes choses, on va dire collectivement en tant que club. Et donc, quand tu fais des bonnes choses, collectivement, individuellement, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent bien aussi. Ouais. Puis après, il faut un peu de chance. Il faut des gens qui te donnent ta chance. Moi, j'ai eu cette chance-là avec Yohan Damé qui m'a donné ma chance pour on avait reçu ici, Yohan, qui est toujours dans la MLS également. Qui est à Columbus, qui ont gagné la MLS l'année dernière. Donc, il m'a donné ma chance pour aller à la Galaxy. Puis après, une fois que tu es, entre guillemets, dans ce monde professionnel, forcément, ton exposition, elle est un petit peu plus accentuée, ça c'est sûr. Comment s'est passée cette transition-là du Celtics au LA Galaxy? Ça se dit bien, je trouve, dans une phrase. Comment s'est passée la transition? Forcément, c'est pas facile parce que déjà, il y a un changement de langue. Puis pour moi, on sait très bien que pour un Français qui parle anglais, des fois, ça peut être compliqué. Mais il a fallu s'adapter ça au niveau de la langue. Puis après, oui, on était professionnels de la façon dont on travaillait au Celtics dans un club amateur. Et là, tu arrives dans le monde professionnel avec certains critères, certaines attentes, et il faut forcément s'adapter, ça c'est sûr. Donc après, voilà, une fois que tu es dedans et tu t'y mets et c'est parti. Ça va vite. Là. Ça va vite et moi je suis quelqu'un qui avance. Donc, on s'entend.
les propriétaires ici, c'est la famille Saputo, mais quand tu t'en vas à Los Angeles, il y a des acteurs, des gens très connus qui sont là. Je pense que c'est Will Ferrell qui est entre autres là-dedans. Est-ce que tu les rencontres des fois? Est-ce que tu les vois dans les corridors? Eux, ils étaient dans le club le LAFC. Mais nous, LA Galaxy, oui, forcément, t'es à LA, donc c'est un petit peu plus, entre guillemets, showbiz. Donc tu vois des personnes un petit peu plus dans les connues. estrades, des fois, tu es sur les lignes de côté, tu regardes dans les estrades. Oh, il peut y avoir peu importe l'acteur qui est là. Ouais, pour l'équipe première, il y avait souvent des gens un peu plus connus sur les matchs. Après, LA, c'est quelque chose de particulier. Après, c'est un très gros club aussi, donc j'ai appris pas mal de choses. Donc c'était une très belle expérience là-bas. La popularité du soccer là-bas, du foot, est-ce que c'est... C'est énorme, ouais. C'est énorme? Ouais, Okay. c'est très populaire. Vous étiez dans les débuts aussi, LA, à l'époque, quand la MLS a commencé, il y a une vingtaine d'années. LA Galaxy, c'était un des pionniers dans le monde du soccer en Amérique du Nord. C'était le premier à faire venir, on va dire, des gros noms. Beckham, par exemple. Après, il y a eu Ibrahimovic. Bref, il y a eu beaucoup de noms. Ouais. Mais il y a une culture foot qui est sur la côte ouest, et spécialement en Californie, qui est très importante. Parle-nous un peu de la Ligue. On va revenir au FC Montréal un petit peu plus tard également, mais la MLS, je trouve que c'est une ligue méconnue qui commence de plus en plus à avoir des vedettes. Tu sais, c'est sûr qu'on va revenir sur Lionel Messi, puisque tu as joué contre lui et vous étiez à une victoire de les réaffronter en séries éliminatoires également, mais de plus en plus de vedettes, même à un plus bas âge, qui commencent à arriver dans la Ligue. Tu as encore des Beckham qui arrivaient à 38-39, Lionel Messi qui arrive à 38-39, mais il y en a d'autres maintenant qui s'en viennent et vous jouez dans des gros stades. Quand vous allez jouer à Atlanta, quand vous allez jouer dans des stades de la NFL, il y en a même qui sont remplis. Seattle, c'est incroyable, la foule qui est là. Est-ce que ça surprend la première fois que tu mets les pieds sur un terrain devant 50 000? Je sais que tu ne joues pas, mais tu es quand même entraîneur sur les lignes de côté. C'est quelque chose? Non, forcément, quand tu arrives dans des grands stades et qu'il y a une certaine ambiance, au début, quand tu sors à l'échauffement, tu te dis « Ah ouais, ça va être assez spécial ». Mais honnêtement, à partir du moment où ça démarre, le match, on est tellement focus sur individuellement, nous, le coaching staff, les tâches qu'on a à faire et ce qu'on doit regarder, ce qu'on doit étudier, entre guillemets, pour être capable d'avoir certaines réponses pour les joueurs, que ce soit pendant le match ou à la mi-temps, on est dans notre bulle, à un moment donné, mais c'est sûr qu'il y a des émotions forcément particulières. Tu sais, je parlais de Charlotte, j'étais hyper surpris à Charlotte de l'ambiance qui était incroyable. Alors forcément, quand il marque, c'est pas très bon pour nous, mais tu sens qu'il y a tout un stade qui est, entre guillemets, là, qui vient t'inspirer. Et donc non, les ambiances sont bonnes, sont même très très bonnes, mais on reste focus sur ce qu'on a à faire, on est obligé. Tu parles d'ambiance, puis pourquoi est-ce que je veux poser la question tout de suite? C'est que la conjointe de François, elle a sonné la fameuse cloche. Tu sais, Lisanne, elle pourrait nous en parler. C'est quand même un honneur de recevoir ça de la part du FC Montréal, d'aller sonner la cloche. Est-ce que la fameuse cloche, l'équipe adverse, c'était que, tu sais, à un moment donné, tu gagnes 4... Est-ce que des fois, les gens sont comme, hey, votre foutue cloche, est-ce que ça vient jouer des fois? Est-ce que ça commence à être connu dans la Ligue que la cloche à Montréal? Sans doute. Je ne sais pas spécialement la cloche, mais je sais que les joueurs des autres équipes, ils savent que quand ils vont jouer au Stade Saputo, il va y avoir une ambiance qui va être assez agréable. Honnêtement, moi, j'aime jouer au Stade Saputo. Il y a quelque chose de particulier. Déjà, on est à la maison, mais on sent que l'ambiance, le stade peut vite s'enflammer si on est capable d'enchaîner 2-3 bons mouvements, 2-3 bonnes séquences. Et là, l'ambiance est bonne. L'ambiance est très, très bonne au Stade Saputo. Donc, c'est un vrai plaisir de jouer à chaque fois à la maison. Fais-nous entrer dans les coulisses un peu, David, de comment ça se passe. On est habitué, on entend souvent les joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est les gros avions, les gros hôtels. On doit arriver la veille. Est-ce que ça fonctionne de la même façon pour une équipe de foot, de soccer? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que c'est des vols nolisés? Juste entrer un peu dans les coulisses. Les gens se posent souvent la question. Oui, on est privilégiés. Ça, c'est clair qu'on est très privilégiés. Alors, je pense qu'il y a eu un vrai changement après la COVID. Et du coup, maintenant, on voyage toujours en avion. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein? C'est pour ça qu'il disait que... Pas tout le monde, en fait, je pense. Il disait que les matchs à l'étranger, c'était difficile de gagner à l'étranger dans la MLS parce que fallait que tu prennes l'avion avec monsieur, madame, tout le monde. Tu pouvais avoir des retards. Les vols n'étaient pas nolisés. Maintenant, on voyage que sur des vols qui sont nolisés. On est très chanceux sur le niveau des hôtels. Honnêtement, on est chanceux dans la localisation des hôtels et la qualité des hôtels. Donc, on est privilégié. Ça, c'est sûr. Mais ça reste très compliqué de gagner à l'étranger. Qu'est-ce qui rend ça si compliqué au foot? Le voyage, déjà, d'enchaîner les voyages. Et nous, surtout à Montréal, au début de saison, on est souvent à l'extérieur. Et juste l'environnement de jouer à l'extérieur. Il y a une vraie incidence du public, des repères du stade sur la performance de l'équipe pour moi. Donc quand on dit là au foot, on dit souvent le public c'est le 12e homme. Pour moi c'est une réalité. Il y a quelque chose de particulier, peut-être mental, je ne sais pas, mais tout de suite peut-être que tu vas te dire on joue à l'extérieur, on va peut-être défendre un petit peu plus bas parce qu'on va on sent la pression de l'adversaire.
Et c'est plus difficile de gagner à l'extérieur, ça c'est un fait. Toutes les équipes en MLS, si tu sors les stats, c'est compliqué de gagner à l'extérieur. Est-ce que la culture foot peut y avoir quelque chose à jouer là-dedans? Je m'explique. Souvent, les gens parlent à quel point les joueurs de la Ligue nationale aiment venir jouer à Montréal. D'abord, c'est l'ambiance. Comparativement à même Vegas, des fois, les gens disent pourquoi? Bien, Vegas, c'est le show avant, mais un coup que le match commence, c'est hyper tranquille. Les gens connaissent un peu moins le hockey, alors c'est moins bruyant. Alors qu'à Montréal, il y a moins de cérémonies d'avant-match, il y a du flafla et tout ça, mais un coup que le match commence, bien là, il y a des réactions sur les hors-jeux, sur les pénalités pas appelées, sur ci, sur ça. Au foot, à Montréal, avec les supporters, avec tout ça, c'est pendant votre 90 minutes. On est près de l'action. On est près de l'action. Alors, à un moment donné, quand tu vas jouer dans des stades à l'extérieur, où est-ce que les gens se mettent à vous créer des noms, à quel point ça crie, à quel point... J'avoue que ça peut être intimidant. Bah ouais, en fait, déjà, au soccer, la particularité, c'est que tu joues 45 minutes non-stop. C'est-à-dire que oui, quand le ballon va sortir, il y a des petites pauses ou des corners, mais il n'y a pas de, par exemple, un temps mort. Le coach ne peut pas appeler un temps mort. Donc, à un moment donné, quand tu subis la pression adverse, qu'elle soit sur le terrain et venant du public, tu ne peux pas aider les joueurs, entre guillemets. C'est eux qui doivent trouver des réponses à ça parce qu'on ne peut pas stopper le match pendant une minute. OK, les gars, attention à ça, attention à ça. Non. Donc, je pense que cette pression-là, le rythme est toujours constant, à part quand il y a des touches, encore une fois, des coups de pied arrêtés, mais que les temps d'arrêt ne sont pas énormes. Ben, ça pèse au bout d'un moment. Et quand on parle de momentum, je trouve qu'au soccer, le momentum, il est hyper important, qu'il soit négatif ou positif. C'est comment, quand tu vas avoir un momentum positif, tu vas pouvoir le gérer pour aller marquer ou de créer des occasions. Mais momentum, on va dire, négatif, comment tu fais pour... OK, on ne va pas concéder. Là. Et je pense que c'est ça qui fait que le soccer, notamment jouer à l'extérieur, ça peut être compliqué. Je veux que tu nous parles de ton arrivée à Montréal, de comment le processus s'est fait. Ouais. Oui, tu es allé t'établir à Los Angeles pour percer. Tu es un Français qui s'est envenu ici, tu t'es établi à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu t'es lié d'amitié avec beaucoup de personnes ici. De recevoir un appel pour venir dans le coaching staff du CF Montréal, c'est comme un peu, ça devait être irréaliste. Ouais, bah c'était pas du tout prévu. J'étais à Los Angeles, j'avais prolongé mon contrat d'un an, donc je devais rester à Los Angeles. Et puis ouais, en fait c'était quasiment fin décembre, début janvier même. Début janvier, je dirais qu'il y a eu cet appel-là, et puis ça s'est fait très très vite. En fait, je suis même pas repassé par Montréal, j'ai rejoint l'équipe directement en Arizona. En Arizona. Le premier camp l'année dernière était en Arizona. Donc, ça s'est fait. Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir ou ça a été non, écoute, je sais. Bah, moi, ma situation, c'était qu'à LA, j'étais avec la deuxième équipe. Donc, forcément, là, c'était un appel d'une première équipe. Même si c'était niveau pro en deuxième équipe. Un mais peu là, comme Laurent Courtois aussi était dans la deuxième équipe. Voilà, exactement. Mais lui était head coach, moi, j'étais assistant. Et en plus de ça, c'est Montréal. Donc, il n'y avait pas de dégustation possible parce que j'avais passé beaucoup de temps au Québec avant ça. Tout à fait. Tu as passé du temps un peu à LA, puis on en parlait hors d'onde tantôt, sans trop rentrer au niveau famille Saputo et tout ça, mais à quel point c'est un folklore au niveau du soccer. C'est le même partout dans le monde, dans le sens qu'il y a souvent des changements d'entraîneurs, des propriétaires plus grands que nature. Dans le football américain, tu le vois également. Jerry Jones, c'est le propriétaire des Dallas et il est également le directeur général. Donc, c'est commun. Ici, on a moins cette culture-là. Mais comment est vu Montréal quand tu étais à LA, quand tu te promènes un petit peu, tu sais, comme Laurent Courtois était dans le club école de Columbus, mais quand même, il était dans une autre organisation. Est-ce que les joueurs, d'abord, lorsqu'ils viennent jouer ici à Montréal l'été, sont heureux de venir, la ville, elle est belle et tout ça? Comment est perçu Montréal dans le monde du foot? Bah écoute, je ne peux pas parler pour les joueurs parce que je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais évidemment, quand tu viens à Montréal, comme on l'a dit, l'ambiance au Stade Saputo, elle est top. La ville est super cool aussi. Donc je pense que les joueurs apprécient de venir jouer à Montréal. Comment Montréal est perçu dans la Ligue? Je pense que c'est un club qui est respecté par rapport à la capacité qu'ils ont eue dans les dernières années, à ramener aussi des noms qui étaient intéressants, à performer aussi. Il y a quand même eu, les gens oublient, mais Montréal a fait des finales de conférence, elle est en finale de Champions League. Pour un club qui n'a pas forcément le budget des plus gros clubs de MLS, parce que c'est la réalité. Mais si on parle de performance, de capacité à attirer, de capacité à s'exposer, je pense que le club est respecté, ça c'est sûr. Et on va dépasser un petit peu le premier bloc, mais cette année, vous avez été les blessures. T'sais, vous étiez bien parti. Après ça, il y a eu les blessures, il y a eu plein de... Et vous avez réussi quand même à jouer le match de barrage. Ça, je pense que le mot s'est passé. Avec les moyens que vous aviez, de vous êtes rendu où vous vous êtes rendu, c'est une très belle saison. Là. Bah, c'est une saison qui est, on va dire, qui est intéressante, qui a eu des bas, il y a eu des hauts et des bas. On a bien démarré. Il ne faut pas oublier qu'on a joué nos 6 premiers matchs sur la route. Et comme on l'a dit, jouer à l'extérieur, c'est compliqué. Et après, oui, on est privilégié, comme on l'a dit, les joueurs, le staff. Mais on reste quand même loin des familles. On reste loin de chez nous à Montréal pendant longtemps.
Et oui, encore une fois, les hôtels sont bien, mais ça pèse quand même. Non, Ça, t'es pas à la maison. mentalement, ça pèse, physiquement, ça pèse. T'es pas à la maison, donc c'est dur déjà de bien partir, c'est ce qu'on a fait. Après, on a eu, comme on l'a dit, il y a eu des blessures. Comment on peut les expliquer? Par beaucoup de raisons sur lesquelles on a essayé de travailler pour que ça n'arrive pas pour l'année prochaine. Mais après, on a eu un trou où ça a été très compliqué. Et après, c'était comment on réagit à ça. Parce que ça arrive, des mauvais moments. Après, je pense que le club, le staff, les joueurs, on a tous été capables de trouver des réponses pour finir très fort et aller décrocher, on va dire, un match de play-off à la maison. Malheureusement, on aurait aimé passer ce tour-là. Mais je pense que oui, la saison, finalement, elle est quand même cohérente par rapport aux attentes du club sur ce qui aurait pu être une saison beaucoup plus compliquée. On s'en est bien sorti, je pense. Parce que c'est difficile à suivre quand même au niveau des règlements et tout ça. Tu sais, maintenant, vous êtes sur une bonne lancée et là, pouf, il y a un arrêt international. Alors, vous ne jouez pas pendant 3 semaines. Il y a des joueurs qui, pendant ce temps-là, eux autres sont partis avec leur équipe nationale. Il y en a d'autres qui doivent trouver une façon de s'entraîner, qui doivent retourner dans leur famille. Il y a le mercato, à un moment donné. Donc, tu as un joueur qui est établi, mais là, il entend des rumeurs puis il dit est-ce qu'on va me remplacer par un joueur qui arrive de l'Europe? Faut toujours être sur les aguets. Il faut jongler avec plein d'impondérables. Ouais, et puis c'est ça, c'est là où c'est compliqué. Nous, cet été, on prend l'exemple, et on était contents pour eux, mais on a des joueurs qui sont partis à la Copa América. Ouais. Et c'est bien, parce qu'ils représentent le Canada, ou certains le Costa Rica. Donc on était contents pour eux, mais en même temps, si tu pars à la Copa América, dans ta sélection, ça veut dire que tu es sans doute un joueur important de ton club. Ton équipe, exact. Donc c'est pas facile de les remplacer. Les gars qui ont pris le relais l'ont fait, pas de problème, mais quand même, quand tes leaders, certains de tes leaders sont pas là, tu le ressens aussi. Ça n'explique pas tout, mais ça peut être une partie de l'explication aussi. On va s'arrêter, on a dépassé un petit peu, et on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Et au retour, j'ai pas le choix. Il porte un chandail rose. Il est venu jouer à Montréal. Il faut qu'on parle de Lionel Messi au retour. Tu as quand même été un témoin très privilégié de son passage à Montréal. On s'arrête et on poursuit au retour avec David Sauvry. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et c'est tellement bon parce que quand j'ai dit qu'on revenait au retour de la pause sur Lionel Messi, dès qu'on est parti en pause, Bruno, qui est là derrière nous, caméraman chevronné ici à Sport Express, tout de suite, sa première réaction, David, a été « Non, mais c'est-tu si gros que ça, Lionel On peut-tu en Messi? revenir de Messi? On peut-tu en revenir de Messi? » C'est gros, Lionel Messi, non? C'est la légende du soccer. Si on peut parler même meilleur joueur de l'histoire, c'est la réalité. Donc oui, c'est gros de l'avoir en Amérique du Nord. Est-ce que tu sens... Moi, la star la plus proche que j'ai été, c'est Nicole Kidman. Et honnêtement, déjà en partant, elle est quand même grande. C'est quelqu'un qui n'est pas très bronzée, elle est très blanche, elle est très froide. Et lorsque j'étais prêt, j'ai comme eu un frisson. Il y a un aura. Ouais, mais un aura, mais un frisson. Et là, je savais que je ne suis pas à côté de n'importe qui. Est-ce que tu as eu la même réaction lorsque Messi est passé près de toi? Est-ce que tu as senti un aura alentour? Ouais, le match aller était blessé. Après, on l'a croisé dans le vestiaire et en plus, on avait gagné. Donc, c'était pas mal. Mais là où j'ai senti que Lionel Messi, c'était vraiment quelque chose, c'est à Montréal. Nous, on était déjà sortis à l'échauffement. Et eux, Miami, sont sortis beaucoup plus tard que nous. Et j'étais dos au couloir qui amène sur le terrain. Et en fait, quand il est sorti, j'avais l'impression qu'il y avait eu un but de marqué, en fait. Mais on était à l'échauffement. Donc, on a tout de suite senti. Et on s'est retourné. On a vu qu'entre guillemets, il rentrait à l'échauffement. Et on s'est regardé un peu, le staff a dit, OK, là, on comprend pourquoi c'est Messi. Et puis après, encore une fois, le mode compétiteur, il repart, on n'en parle plus, et nous, on fait ce qu'on a à faire. Et notre seul objectif, c'était de les battre à Montréal. Mais est-ce que c'était quand même achalant pour les joueurs du CF de voir qu'il y avait beaucoup de maillots roses Messi dans les estrades, quand on sait qu'on est habitué de voir les maillots de l'Impact, du CF, pardon, moi aussi, je n'étais pas échappé. Est-ce que tu sentais que ça pouvait titiller un peu? Titiller, je sais pas. Déjà, je pense que tous les joueurs et le staff, on a beaucoup de respect pour Messi. Mais c'est sûr que quand tu joues à la maison, surtout un gros match comme ça, tu as envie qu'il y ait les 20 000 personnes qui te portent. Après, je pense qu'il y avait des gens qui étaient entre les deux, qui avaient le maillot de Messi, mais en même temps qui se disaient j'aimerais bien que Montréal gagne aussi. Mais après, j'ai quand même senti vraiment, à chaque fois qu'on a poussé, j'ai senti quand même le Stade Saputo qui était derrière nous et qui voulait qu'on aille chercher cette victoire-là, qu'on n'a pas réussi à avoir, malgré une performance qui était très honnête de notre part. Donc, je sais pas, j'ai un sentiment. Je pense qu'il y a eu des stades où la Messi, on va dire, Messi-mania Messi-mania était beaucoup plus poussée qu'à Montréal. Est-ce que
D'abord, quand tu es sur un terrain, tu sais que tu joues contre Lionel Messi. Tu dis quand le match commence, il y a l'aspect professionnel qui embarque. Je me souviens très bien quand le Galaxy était venu jouer à Montréal, au stade olympique, c'est Patrice Bernier qui était dans les culottes de David Beckham pendant les 90 minutes. Et tu sais, Patrice Beckham a eu d'excellents mots sur Patrice à la fin du match. Il disait à quel point ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué contre un bon milieu de terrain comme ça. En même temps, Patrice Bernier, à la fin, il disait que c'était quand même pas. Tu sais, c'était difficile parce que c'était quand même pas moi qui étais pour le blesser pendant 10 mois non plus. Quand tu joues contre un gars comme Messi, tu veux aller d'un tac, tu veux aller dans. Est-ce que tu y penses des fois en voulant dire c'est quand même pas moi qui va le sortir pour les 6 prochains mois ou tu joues le même style de jeu? Ah, je pense que déjà, nos joueurs là, contre Messi ont fait une performance extraordinaire. Il n'a pas été influent comme il peut l'être d'habitude. Après, je pense qu'une fois que les joueurs ils sont dans leur match, ils savent que c'est Messi. Donc forcément, il y a quand même une idée de se dire attention, à tout moment, il peut nous sortir quelque chose d'extraordinaire. C'était sur le qui-vive, exact. Exact. Mais ils se disent pas, ouais, il y a le risque de blessure. Non, à un moment donné, c'est un match de foot. Il faut que je sois capable de rivaliser avec lui. Je veux faire ce que j'ai à faire pour rivaliser avec lui. Donc, je ne pense pas qu'ils se disent dans leur tête, on va le blesser peut-être. Non, on va jouer notre match, on va faire ce qu'il y a à faire contre lui pour l'empêcher tout simplement de nous mettre en difficulté. Parce qu'on sait que sur une passe, sur une touche, il pouvait nous mettre en difficulté. Et les gars, ils ont fait un boulot extraordinaire contre Messi sur ce match-là. Je veux qu'on revienne, David, sur ton arrivée avec le CF Montréal. Est-ce que, veux pas, il y a une frénésie de ta part? Tu sais, c'est un nouveau défi. Tu arrives dans la meilleure ligue en Amérique du Nord. Est-ce qu'on se sent respecté tout de suite par les joueurs? Il y a des vétérans qui sont là, tu es le petit nouveau qui arrive. Je comprends que tu n'es pas un joueur, tu n'es pas la recrue, mais tu es un coach recrue. Comment s'est passée ton arrivée? Non, déjà, il y a une excitation, parce que comme on a dit, moi, je n'étais pas programmé, entre guillemets, d'arriver aussi vite à ce J'aime beaucoup à le ce niveau-là. programmer. Exact, non, mais je n'étais pas programmé pour ça, c'est la réalité. En plus, déjà, je n'ai pas été joueur professionnel. Après, tu arrives à Montréal, et oui, forcément, tu dois gagner le respect des joueurs. Ouais. Tu dois leur montrer que tu n'as pas été un ancien joueur, mais tu peux leur amener quelque chose dans leur carrière pour qu'ils soient de meilleurs joueurs. Donc, c'est trouver, entre guillemets, les leviers pour que les joueurs te fassent confiance petit à petit. Moi, je pense que c'est une de mes qualités, c'est d'être capable de m'intégrer dans un environnement, de comprendre où je suis et à quel moment je suis, quand est-ce que je dois intervenir ou non, et gagner tranquillement la confiance. Meilleur exemple, je pense que j'ai eu des très bonnes relations avec certains joueurs, comme Sam Piet, on échange beaucoup. Donc, voilà, il faut trouver sa place au bon moment. Ouais, je sais que tu as une question, mais je vais poursuivre là-dessus. Peux-tu nous expliquer concrètement quel est ton rôle en tant qu'assistant-entraîneur? Quel est tu sais, on sait au hockey, on en a un qui s'occupe des attaquants, un qui s'occupe des défenseurs, un qui s'occupe de la vidéo. Toi, as-tu un rôle précis en tant qu'entraîneur adjoint? On a beaucoup de rôles. Forcément, il y a tout ce qui est lié à la préparation, de la méthodologie, de l'entraînement, en accord avec le coach. Donc ça, c'est vraiment le coaching staff ensemble. Toute la préparation des matchs, les game plans, comment on va scouter l'opposition, qu'est-ce qu'on va faire, entre guillemets, comment on va lier ce qu'on veut faire le week-end pendant le match à l'entraînement la semaine. Donc ça, c'est un travail en corrélation avec tout le staff. Après, moi, j'avais des responsabilités qui étaient, entre guillemets, aussi les coups de pied arrêtés offensifs, donc toutes les phases arrêtées offensives. Et ensuite, comment on avait réparti les rôles, c'est que il y avait un entraîneur parfois qui pouvait être un petit peu plus... Encore une fois, on fait tous, on intervient avec tous les joueurs. Porter plusieurs chapeaux. Exactement, mais il y avait un entraîneur qui travaillait aussi un petit peu plus avec les défenseurs parce qu'il y avait, je sais pas moi, un lien plus étroit, une capacité à faire progresser les défenseurs, certains avec les attaquants, certains avec les milieux de terrain. Donc voilà un peu comment on répartit les tâches dans le staff. Intéressant. Au niveau personnel, tu sais, parce qu'on s'entend, tu as été au Celtics, après ça, tu as été sur la deuxième équipe à Los Angeles. Tu reviens ici, on s'entend, Celtics, deuxième équipe Los Angeles, ça ne gagnait pas 60 millions d'euros et des choses comme ça. Quand tu arrives en MLS comme entraîneur adjoint principal et que tu regardes ton contrat sans rentrer dans les détails à l'âge que tu as, ça doit enlever une petite pression de dire, bon, là, finalement, je vis bien de mon sport. Tu as dû être content quand même au niveau personnel, dans le sens que ça vient au moins stabiliser les choses, parce que vous avez une vie pas évidente avant d'arriver en MLS. Tu sais, dans le sens qu'en MLS, tu disais tantôt, il y a des êtres humains qui perdent leur job, vous perdez vos jobs, mais en même temps, vous la gagnez relativement bien aussi, là. Oui, non, c'est sûr qu'encore une fois, on est des privilégiés. Tous les matins, on se lève pour faire notre passion, entre guillemets. Oui, financièrement, c'est sûr qu'il y a des avantages à être dans une grosse ligue. Ça, c'est la réalité. Mais, comme on l'a dit, ça reste quand même précaire, entre guillemets, parce que tu es à contrat et tu es lié à certaines performances. Donc, il faut être intelligent dans cette gestion-là. Mais, encore une fois, on est des privilégiés de faire ce qu'on fait, ça, c'est sûr. Parle-nous un peu, en fait,
Privilégié, oui, oui, privilégié, mais vous avez travaillé tellement fort. Ouais, c'est ça. En plus, tu es parti d'un autre Privilégié continent. d'être dans cette ligue-là. Exactement. Parle-nous un peu de ce qui s'en vient, parce qu'on s'entend, là, vous étiez un peu le soap opera par excellence ici à Montréal. Ces derniers temps. Il y a eu changement à la haute direction l'an dernier, alors que Gabriel Gervais est arrivé. Il y a eu tout ce scandale au niveau du nom, du maillot et tout ça. Ensuite, Laurent Simon a malheureusement quitté. Je pense que c'était une figure très connue à Montréal, très respectée également de la part des partisans. Il va falloir le remplacer également. Il y a eu des Joseph Martinez qui ont fait jaser. Là, maintenant, je pense que c'est revenu. Vous avez fait un match de barrage que malheureusement vous avez perdu, mais le fait d'avoir accédé aux séries, ça a comme enlevé un petit peu de pression. Mais vous avez beaucoup de travail quand même qui s'en vient. Puis il y a beaucoup d'ouverture également. Le fait que Joey a nommé ses fils à des postes très stratégiques, on en parlait hors d'onde, mais moi, je vais en parler. Je ne veux pas mettre personne dans la chenille. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce qu'il ne laissera pas ses garçons tomber. Donc, je pense qu'au niveau du portefeuille, ça va peut-être juste être bon pour attirer des gens à l'extérieur. Mais il y a de la place. Là. Je pense que ça va être un autre visage l'an prochain au niveau du FC Montréal. Ah oui, un autre visage, c'est sûr. Après, il y a une certaine continuité parce que le coach aussi, ça va être sa deuxième saison. Donc, en termes d'idées, en termes de ce qu'il veut mettre en place sur le terrain, c'est beaucoup plus facile. Et on a pu déjà travailler sur comment préparer la saison prochaine. Et moi, je parle vraiment de mon rôle, c'est-à-dire de ce qui va se passer sur le terrain, avec quels joueurs, ça on verra. Mais c'est vraiment comment on optimise la préparation pour être prêt pour le premier match de la saison. Donc, on a déjà travaillé sur ça, ce qui est un énorme avantage parce que l'année dernière, le coach il a été nommé vraiment juste avant le début de la saison. Moi, je suis arrivé juste avant le début de la saison. Donc oui, il y avait déjà un staff qui était là. Mais là, on a beaucoup plus d'avance sur ce qu'on va faire, sur quel est le projet de jeu. Et les joueurs qui vont rester, ils connaissent aussi les attentes du coach. Ouais. Et après, ça va être à nous d'identifier sur quoi on doit, parce qu'on a déjà identifié aussi, sur quels aspects on doit progresser pour être dans la régularité et continuer ce qu'on a bien fait sur les derniers mois de la saison 2024. Rapidement, il reste environ 2 minutes. Tu l'as dit, pendant la saison, vous êtes dans vos bagages, vous n'êtes jamais à la maison. Présentement, en saison morte, est-ce qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus à la maison? Est-ce qu'on va au stade une fois de temps en temps? Ça ressemble à quoi un horaire pour toi? Non, on est plus à la maison. Okay. On est souvent à la maison. Par contre, on est toujours en contact étroit avec les gens du club. T'attendais tantôt, tu étais toujours au téléphone, donc on comprend que... Et après, on travaille sur certaines choses pour préparer encore une fois ce qui arrive. Ouais. Pendant la saison morte, est-ce que Laurent Courtois reste ici ou il retourne dans la famille en Europe? Comment ça fonctionne pour Chacun vraiment... fait, entre guillemets, ce qu'il veut en termes de déplacement et de mouvement. C'est juste qu'on doit se rendre disponible. Si le coach il a besoin de moi pour quelque chose, je vais me rendre disponible. Si moi, je dois poser une question au coach, il va se rendre disponible aussi. Donc, il y a cette relation qui se fait, mais on est plus à distance. Il n'y a pas d'obligation d'aller au stade tous les jours. Non, il n'y a pas d'obligation. Par contre, si la semaine prochaine, il me dit « t'es à Montréal, je suis à Montréal, viens, on va au stade quelques heures pour travailler sur certaines choses », pas de problème. Ça dépend vraiment de notre gestion, on va dire, individuelle. C'est une autre réalité, le foot, c'est que vous venez des 4 coins de la planète. Alors, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est les Nations Unies quand tu rentres dans un vestiaire. Il faut savoir se ressourcer aussi. Différentes cultures. Exactement. Alors, j'imagine que des fois, il doit y avoir quelques discussions assez c'est hyper intéressant, c'est enrichissant. Oui, parce que c'est là que tu apprends à connaître les valeurs des autres, mais dans leur pays, des fois, tu sais comme wow, mais la culture est complètement différente ailleurs, dans les pays sud-africains ou des choses comme ça. David, un gros merci d'être là. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Exactement. Plaisir réciproque. On continue de parler foot au retour avec quelqu'un que tu connais bien, du Celtics. Oui, Alex Maguisset, on va parler des anciennes amours de David. Rapidement, es-tu encore en contact un peu avec les Celtics? Suis-tu ce qui se passe? Toujours, je suis. C'est mes amis, donc on reste en contact étroit. On aime ça. Mais justement, on parle des Celtics. Il y aura 2 Alex sur le plateau. Ça va être fort intéressant au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Je trouve ça hyper intéressant parce que pendant la pause, je demande à Alex, notre invité. D'abord, on va te saluer, Alex Maguisset, qui est le directeur sportif chez les Celtics. Salut. Bonjour. Salut, Alex. Deuxième fois avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Et je te demandais hors d'onde, est-ce que c'est toi qui as pris la place de David? Et tout de suite, du tac au tac? Non. J'ai dit non, j'étais quand même le boss de David. Alors, François est arrivé immédiatement et on va embarquer là-dessus. Qu'est-ce que ça fait pour toi
d'avoir eu un employé comme David qui fait ses classes et qui aujourd'hui est l'entraîneur adjoint principal au CF Montréal? Bien, définitivement une grosse fierté, surtout que, bon, comme on a dit tout à l'heure, les choses se sont passées quand même assez rapidement et puis il a quand même eu le temps aussi de s'imprégner un peu de la réalité du monde amateur. Et maintenant, après, se déplacer et puis vivre justement un de ses rêves, parce que c'est aussi un objectif personnel. Pour nous, c'est une fierté de voir ça et puis de dire que, ben, à travers les années, ben, au niveau du club, on a connu et puis on a vécu avec quelqu'un qui est au haut niveau. Ça fait plaisir. Mais tu sais, Alex, on parle beaucoup de notoriété, on travaille, on veut construire une notoriété, on travaille notre brand, la marque. Avec David Sauvry présentement, et on ne se le cachera pas, avec Mathieu Chouanière également, qui était avec le CF Montréal pas plus tard qu'il y a quelques mois, mais qui s'est expatrié. C'est quand même de la belle publicité pour la marque Celtics du Haut-Richelieu. Effectivement. Écoute, déjà, la priorité du club, c'est former des joueurs. On a vu Mathieu qui est allé quand même assez loin dans son parcours, mais aussi d'avoir justement des entraîneurs qui sont passés par le club et puis de rayonner et puis donner cette idée que le club aussi peut former des gens. C'est toujours un plaisir. Et je pense aussi qu'à travers le temps, bien, ça donne nécessairement, comme tu dis, cette notoriété. Si je ne me trompe pas, tu es de la Guinée? Du Gabon. Du Gabon. Ouais, je commence par G, c'est le même pays. Mais, donc, tu es dans le même continent, en fait. Tu es du Gabon. Oui. On s'entend, il n'y a pas une grosse culture hockey là-bas, mais dans le sens que quand tu nais au Gabon, tu ne veux pas jouer un jour au hockey en Amérique du Nord. On s'entend là-dessus. Par contre, quand tu es un footballeur, tu veux toujours jouer en Europe. Et cette année, on n'en a pas parlé à David en première partie, mais on a perdu un joueur, Mathieu Chouanière, et tout ça. Puis on comprend les raisons. Mais qu'on soit un Québécois ou qu'on vienne du Gabon, on veut toujours aller jouer en Europe. Donc, on peut comprendre ces gens-là parce que les meilleures ligues, même si la MLS va très, très bien, mais le rêve d'un joueur de foot, souvent, c'est de jouer en Europe. Tout à fait, parce qu'en plus, l'Europe, c'est comme un peu en Afrique où le soccer, c'est le sport roi. Donc, nécessairement, les opportunités sont toujours plus présentes, même si c'est quand même difficile de percer en Europe, surtout en Europe, parce que quand même, la quantité de joueurs qui existent est tellement énorme qu'avoir cette chance de passer à un haut niveau, c'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, Mathieu, qui joue en Europe, ça fait quand même aussi un gros bond pour quelqu'un qui, justement, vient d'une culture qui est autre que le soccer en tant que tel. Donc, c'est intéressant, oui. Alex, je veux qu'on parle de toi pour les gens qui n'ont pas regardé l'émission il y a 2 ans, quand tu es venu à l'émission. Comment... Viens du Saguenay. Oui, viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment le soccer est arrivé dans ta vie et comment as-tu gravi les échelons pour te retrouver jusqu'ici dans le Haut-Richelieu à gérer les Celtics? Bien, déjà, comme je disais, le soccer, c'est naturel chez nous. On joue, on est avec les amis dans la rue, on joue au soccer. Donc, c'est tout à fait... Ça fait partie du quotidien. Et puis, moi, je suis arrivé ici en tant qu'étudiant étranger. Et puis, à partir de là, ben, il n'y avait pas nécessairement ce développement au niveau du soccer dans la région. Et puis, j'ai rencontré Marc-André Laure, qui est un ami maintenant, qui, lui, avait cette passion pour le soccer et puis qui nous a comme introduit un petit peu dans l'environnement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à développer un peu plus la formation chez les jeunes. Et ça s'est quand même passé assez rapidement parce qu'on avait juste 1 ou 2 groupes à développer. Et puis, 3-4 ans plus tard, c'est allé assez vite. Donc, maintenant, aujourd'hui, le club, il est assez gros et bien reconnu aussi à travers la province. Et c'est une fierté aussi d'avoir vu justement cette évolution à travers le temps. Ça ne fait qu'aller en augmentant. Hein? Oui, tout à fait. Et déjà, la popularité du soccer aussi a augmenté dans les dernières années. Mais ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui, c'est au niveau de la structure des différents clubs où, avec les différentes réformes, on a été obligé de mettre en place beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de stabilité, de personnel, et ainsi de suite, pour que ça continue à progresser, effectivement. On le voit souvent au niveau... Bon, il y a certains pays d'Afrique où c'est pas les plus riches sur la planète, mais la culture foot, elle est hyper... Elle est là, elle est implantée. On s'entend, on peut jouer avec un ballon dans le fond d'une ruelle, avec des souliers un peu troués, puis... Ou pas du tout. Ou pas du tout, exactement. Et tu sais, tu dis que tu es arrivé ici au Celtics, et c'est fou à quel point ça a augmenté. Tu viens du Gabon, on l'a dit tantôt. Bon, je sais pas, tu es né avec quels moyens et comment tu as appris ton sport, mais quand on dit, tu vas voir, on n'est pas très bien, tu sais, il faut défricher, puis au niveau des
les installations, tu vas voir, Alex, c'est pas débile. Alors que toi, tu arrives du Gabon, tu arrives de l'Afrique où tu as connu des moyens peut-être un petit peu plus. Est-ce que, dans le fond, tu te dis, sais-tu, je vais le faire, mais c'est pas si pire que ça. On a quand même des pas pires bases parce que tu viens d'un milieu où on s'entend, là, c'était pas des stades comme on a ici et c'est pas, les infrastructures sont pas les mêmes. Là. Du tout. Et puis, la grosse différence, c'est vraiment ça, l'infrastructure. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est justement l'environnement qui permettait de mettre en place des choses de façon organisée, alors que nous, comme je disais, on joue, on s'amuse. Le plus important, c'est d'avoir un ballon et puis de jouer. Donc, avec ces infrastructures, cette structure aussi, l'organisation, ça donne beaucoup plus de moyens aux gens, aux jeunes de se développer. Et ça fait en sorte que, nécessairement, on arrive à atteindre des résultats aussi intéressants. Je veux que tu nous parles un peu là, de l'organigramme des Celtics. Tu sais, je pense qu'au cours des dernières années, avec David inclus à votre groupe, vous avez réussi à monter un modèle d'affaires qui est vraiment rendu, je ne veux pas dire une business, mais c'est tout comme. Tu sais, vous devez gérer... Il y a combien d'enfants qui jouent au soccer dans le Haut-Chahut? Il y en a des centaines, Les Celtics, c'est reconnu également. Absolument. Les Celtics sont reconnus. Vous êtes monté un solide organigramme là, pour gérer ça. Tout à fait. Déjà, comme dans toutes les organisations, il y a un CA qui fait partie de l'organisation et puis à l'intérieur duquel il y a des parents bénévoles, souvent des gens qui ont des enfants qui jouent. Mais aussi, on a aussi des techniciens. Récemment, David en fait partie également, qui est venu de la France pour aider un petit peu à amener cette culture et puis cette organisation au niveau du soccer. Mais il y a aussi la façon dont on gère en tant que tel par rapport à qu'est-ce qu'on met en place comme programme, quelles sont les idées qui peuvent faire en sorte qu'on continue à progresser. Et puis aussi, on parle au niveau technique, plus de méthodologie aussi, une vision technique, vers où on veut amener les enfants, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre, ainsi de suite, et puis développer justement ce modèle-là avec toutes les personnes qui sont arrivées au club à travers le temps. Là, je parle en ce moment de William Lawson, qui est aussi arrivé de France, qui est maintenant directeur technique. On a également, depuis 2 ans, Quentin Berger, qui est aussi arrivé de France, qui s'occupe plus de la performance, de la préparation physique. Et tout récemment, il y a une jeune fille qui est arrivée, Lucie Tilleul, qui va s'occuper plus de l'aspect féminin, qui est quand même important aussi à développer. Avec une équipe professionnelle maintenant qui prend de l'ampleur. Exactement, également. Donc, le staff à l'intérieur aussi fait partie justement de la richesse un petit peu de l'organisation à ce niveau-là. Parle-moi un peu de la philosophie du Celtics. J'ai assisté à la rencontre de parents. Mon garçon joue avec vous. Il adore ça, soit dit en passant. Et ce qui est venu me chercher et que j'ai apprécié, on parle beaucoup de développement avant la performance. Tout à fait. Souvent, il y a des programmes dans tout sport que la performance va primer sur le développement. C'est important pour vous? Nous, c'est la priorité. Nous, on a toujours été un club qui mettait de l'avant le développement du jeune, c'est-à-dire comment apprendre et puis quoi apprendre aux jeunes pour qu'ils soient un bon joueur de soccer. Parce que souvent, ce qu'on voit dans beaucoup de clubs sur l'échelon québécois, c'est la performance, c'est-à-dire plus tu gagnes, plus tu vas avoir une notoriété. Mais nous, c'est pas comme ça. On voit plus les choses à moyen long terme par rapport au développement, c'est-à-dire l'apprentissage, et qui fait en sorte que les jeunes vont continuer à rester dans le soccer beaucoup plus longtemps. Parce que c'est sûr que tu peux bien gagner à 9-10 ans, mais si tu arrêtes de jouer à 15 ans, ça ne t'aura pas donné grand-chose. Donc, le développement, pour nous, c'est une priorité. Et puis, d'où l'importance pour nous de recruter en termes de staff compétent pour être capable de justement garder cette ligne directrice-là à travers le temps. À quel point au Québec, le soccer est en pleine expansion? Au niveau de l'équipe nationale, tu as des Samuel Piette, tu as eu des Patrice Bernier qui ont... À l'époque, qui étaient obligés de t'exiler pour pratiquer ton sport, alors que maintenant, avec la MLS, tu peux le vivre ici au Québec. Mais moi, je me promène beaucoup dans la province. Et de voir à quel point, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est chanceux, on a des terrains de soccer intérieur synthétiques. Il y en a un gros qui se construit à Boucherville actuellement. Il y en a un à Brossard. Et on dirait que maintenant, à chaque fois que je vais dans un complexe de hockey, tu as 2 glaces. Et maintenant, tu es rendu avec 3 gros terrains de soccer intérieur. Le soccer élite est rendu à un autre niveau au Québec. Là. Oh oui, ça a beaucoup progressé. Dans les 10 dernières années, on parle justement des infrastructures comme des dômes, là. Je pense que ça fait 20 ans. Nous, on était le 2e stade du Pont-Fort d'aujourd'hui.
On était le deuxième qui a été construit en 10 ans. Je pense qu'il y en a 25 de plus qui ont poussé, justement parce que ce besoin-là était là. Et puis aussi, avec l'évolution justement de l'intérêt envers le soccer, nécessairement, les besoins étaient encore beaucoup plus grands. Donc, définitivement, ça fait en sorte que la capacité justement d'accueillir plus de joueurs dans les différentes structures est encore plus grande. Je veux qu'on revienne un peu au recrutement de votre équipe de direction. On parlait beaucoup de la France. Hein? Oui. Il y a beaucoup de David Sauvry est un Français également qui était là avec vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous tournez plus vers la France? Est-ce que c'est un hasard, un concours de circonstances ou vous avez les contacts là-bas qui vous permettent d'aller chercher les bonnes personnes? On a un contact, on a un partenaire en fait français, la Soccer Camp Academy, qui depuis presque 8 ans maintenant, on fait affaire avec lui. Et c'est lui, en fait, qui a mis en place un programme de migration sportive, donner l'opportunité à des éducateurs ou éducatrices françaises de pouvoir vivre une expérience à l'étranger, entre autres dans le coaching ou dans d'autres sphères. Ça. Et depuis, en fait, qu'on a mis en place ce programme-là, chaque année, quasiment, on a quelqu'un qui vient. Et puis, aujourd'hui, on a des bons résultats parce que c'est très, très rentable pour nous. Et à travers le temps, on a aussi développé d'autres programmes avec lui, comme par exemple, chaque année, on a un voyage qui s'organise pour nos équipes de 14 ans, où on va en France, et puis encore à l'intérieur, on fait des activités. C'est comme un échange. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment un plus pour nous, parce que je pense que ça nous donne aussi cette profondeur-là en termes de qualité aussi au niveau du staff qu'on a. Oui. Tantôt, on parlait à quel point c'était le rêve ultime d'aller jouer en Europe, mais quand même, à quel point le soccer nord-américain commence à être reconnu quand même. Tu sais, tu viens du Gabon, David vient de la France, et de plus en plus, bon, on a parlé de Lionel Messi tantôt, mais quand même, le fait qu'il y a des gros joueurs, des Suarez, des Messi, il y a des gros noms africains également qui sont dans la MLS, ça permet aux gens de où tu viens, des Européens, d'avoir les yeux sur l'Amérique du Nord. Donc, ça doit vous aider. Est-ce que tu commences à recevoir des appels du Gabon, de la France, en disant hey, « moi, le Celtic, est-ce que je pourrais venir m'établir ici? J'aime la façon qu'on pratique le sport en Amérique? » Bien, c'est sûr que nous, au niveau amateur, avec le fait qu'on est quand même une équipe semi-pro, garçons ou filles, oui, il y a de l'intérêt de gens qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'on peut, ainsi de suite. Bien, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas la même réalité qu'une équipe de MLS aussi. Mais pour revenir sur la MLS, je pense aussi que la structure de la Ligue fait en sorte qu'il y a tellement de choses attrayantes que beaucoup de joueurs viennent maintenant ici. Et puis aussi, on a reculé un peu dans l'âge. On parlait tout à l'heure des gens qui étaient plus vieux et qui venaient ici, mais maintenant, c'est beaucoup plus jeune parce qu'il y a cet intérêt. Et puis, je pense que la MLS fait aussi un gros travail de rendre le soccer encore plus populaire en Amérique du Nord, définitivement. Et puis la qualité de jeu aussi à l'intérieur de la Ligue, ça aide aussi à attirer beaucoup plus de gens de l'extérieur. Tu as encore des gens au Gabon, naturellement, sans que ce soit Messi. Est-ce qu'on parle de la MLS là-bas? Oui, on parle de la MLS, mais pas de la même façon que, par exemple, on parlerait de hockey ou quoi que ce soit, non? Mais c'est sûr que le fait, justement, qu'il y ait des gros joueurs qui viennent ici, nécessairement, ça fait écho aussi en Europe ou en Afrique, bien entendu. Didier Drogba ici, qui était... Oui, pas à l'émission, par exemple, mais à Montréal, quand même. Mais non, c'est sûr. Ouais. Mais d'avoir, justement, je pense que c'était un gros visage africain en plus et tout ça, donc j'imagine que ça devait être très, très gros. Définitivement, ça a encore augmenté, justement, cette notoriété au niveau de la MLS. Donc, c'est sûr que il y a Didier Drogba, il y a eu aussi des joueurs européens connus qui sont venus ici, donc nécessairement, ça intéresse beaucoup plus les gens. Oui. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et on va poursuivre avec Alex, toujours fort intéressant. Et c'est vrai, moi, je ne suis pas de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais partout où je vais, quand je suis dans un endroit où est-ce que le Celtic, c'est pas loin, que je vois les dispositifs arriver, les autobus, les choses, on voit que vous êtes une équipe semi-pro et que vous... Non, mais on voit vraiment à quel point c'est une équipe et un ensemble, une association très, très forte. Le soccer ici est en santé grâce à des gens comme toi et à David. Donc, on s'arrête et on poursuit au retour. On parle Celtics, on parle foot, on parle soccer avec Alex. Bougez pas. De retour avec Alex Maguisset, qui est le directeur sportif des Celtics.
On en parlait hors d'onde, puis c'est tellement vrai parce que les Celtics, moi, à chaque fois que je vous vois, c'est du haut niveau, on s'entend là-dessus. Mais, tu sais, ton gars gravit les échelons, puis tu en as parlé tantôt en première partie, ton gars fait partie de l'organisation et tout ça. Vous avez plein de niveaux. Il faut arrêter de penser que c'est que du semi-professionnel. Tout à fait. Bien, déjà, chez les jeunes, ça part vraiment avec la base, où ce qu'on veut, c'est déjà donner le goût de commencer et de continuer à faire du soccer. Donc, entre les 4 et 8 ans, c'est vraiment des programmes de loisirs qu'on appelle. Apprentissage. Et puis, développement pour ceux qui veulent avoir une fréquence supplémentaire. Et puis, à partir de 9 à 12 ans, un petit peu le même principe, mais encore un peu plus poussé aussi, où on va mettre des éducateurs, éducatrices qui vont avoir un peu plus d'expérience pour aller chercher encore davantage d'expérience. Et puis après, 13 ans et plus également, on va maintenant chercher plus le niveau élite. Et encore dans le niveau élite, on a des niveaux qu'on appelle compétition régionale ou bien LDIR, Ligue de développement interrégional. Et puis après, c'est du 3A avec de la LDP ou de la PLSJQ. Donc vraiment niveau provincial à partir de là. Ouais. Je veux qu'on parle, Alex, puis souvent c'est un sujet délicat, mais ça revient dans tous les sports, de la place des parents dans le sport au soccer. Oui. Alex, tu es bien placé en tant que haut placé à Hockey Richelieu. Souvent, le parent va prendre régulièrement plus de place que son enfant. Et souvent, le parent va voir son enfant déjà en MLS, déjà en Europe. Ce ne seraient pas des bons recruteurs, disons ça de Non, même, c'est ça. mais- Ça serait pas... Sauf qu'il y en a qui sont difficiles à gérer, on ne se le cachera pas. Quel est votre rôle là-dedans en tant que pédagogue? Parce que, tu sais, oui, vous avez un rôle de pédagogie à jouer à l'enfant, tu sais, pour qu'il puisse bien se développer, mais comment vous agissez avec les parents? Quelle est votre philosophie par rapport à ça? Bien, la première chose, déjà, c'est de donner de l'information sur c'est quoi les objectifs qu'on a en tant qu'organisation. Parce qu'on parlait tout à l'heure, notre objectif, c'est de développer les jeunes. Et c'est sûr qu'en pensant à développer, il faut mettre en place un cadre qui va permettre non seulement aux jeunes de s'épanouir, mais aussi aux parents de comprendre vers où on va emmener son enfant. Donc, cette information-là est nécessaire. Mais malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que les parents manquent beaucoup d'objectivité à certains moments parce que, bon, nécessairement, c'est naturel aussi, ça dépend. Ils sont toujours touchés par ce qui arrive pour les enfants. Mais nous, ce qu'on leur demande, c'est de nous faire confiance parce qu'on a quand même des gens qui ont étudié, qui ont appris, qui ont une expérience et qui mettent en place des choses qui vont permettre justement de rejoindre des objectifs de développement à travers les âges. C'est ça qui est important Et aussi. vous avez la vue d'ensemble. Exact. Ce qu'un parent, des fois, va avoir une vision tunnel de son Tout à fait. enfant. C'est un très bon résumé. Le problème, c'est que le parent va voir comment dire, où est-ce qu'il veut voir son enfant, alors que nous, on va voir beaucoup plus aussi sur du moyen long terme. Et c'est ça qui fait souvent le clash un petit peu. Même si des fois, les parents aussi, oui, ils peuvent apporter quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire dans l'accompagnement nécessairement, dans l'encouragement. C'est peut-être un peu plus de ce côté-là que c'est plus difficile parce qu'ils veulent toujours s'impliquer beaucoup plus. Et le problème qui arrive souvent lorsqu'on n'est pas sur le terrain, on va faire un jeu de mots, c'est des décisions qui sont prises aujourd'hui qui vont avoir lieu dans 2 ou 3 ans. Donc, aujourd'hui, nous, au hockey, on a le problème des heures de glace, mais le hockey féminin est en pleine expansion. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, on réserve des glaces pour l'an prochain dans 2 ans, mais quand on va arriver dans 2 ans, on n'en aura pas assez encore. Oui, mais là, les gens disent, pourquoi t'en loues pas d'autres? C'est pas qu'on veut pas en louer, c'est que nous, quand on a pris les décisions il y a 2 ans, c'est ça que des fois, les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on ne prend pas des décisions. Le terrain de soccer, ça ne s'invente pas non plus. Je dois en entendre parler, mais on ne pratique pas assez. Oui, mais en même temps, je ne peux pas construire un terrain de foot comme ça. Là. C'est vrai ce que tu dis, dans le sens où les parents ne se projettent pas loin, ils voient seulement les choses à court terme. Et le court terme, c'est sûr, ça ne permet pas justement d'atteindre tous les objectifs. Donc, surtout pour des jeunes entre 8 et 12 ans, par exemple, où on considère que c'est l'âge d'or d'apprentissage. Donc, nécessairement, les jeunes, ils vont découvrir, ils vont apprendre des choses, mais des fois, ils veulent toujours que les enfants, OK, il doit apprendre ça. Mais il y a des étapes à respecter. Parce que l'autre chose aussi, c'est la psychologie de l'enfant dans l'apprentissage du sport. Peut-être les parents ne font pas la distinction, dans le sens où on ne peut pas apprendre à un jeune, par exemple, un élément il n'est pas capable de comprendre ou bien d'exécuter de façon moteur, en fait. Donc, c'est ça qui fait la différence aussi. C'est tellement... Non, mais juste pour compléter, puis c'est pas souvent dans les paroles des enfants,
si tu entends le parent. Dans le sens que des fois, Tout à nous, fait. on Absolument. se parle et on dit c'est impossible qu'un enfant de Exact. 12 ans Oui. ait cette réponse-là. Tout à Donc, fait. ça a commencé à la maison. Tout à Ça a fait. commencé à la maison, puis tu sais, des fois, on peut le voir également, puis ça, c'est dans tous les sports, mais je l'ai remarqué. Des fois, je pense qu'il y a des parents que leur enfant n'a peut-être pas envie d'être là, mais l'enfant est là à cause du parent. Ça Parce aussi, c'est à que réfléchir. l'enfant, justement, il se rend peut-être pas compte, mais il veut souvent faire plaisir aux parents. Voilà. Donc, nécessairement, il va faire les choses, même si c'est contre son gré, lui tente nécessairement. moins. Exactement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel les parents doivent être beaucoup plus patients à ce niveau-là. On ne se sort pas de la misère avec le foot au Québec, dans le sens que souvent, on a soit étudié, on travaille, on gagne notre vie avec ça. Je reviens de ton coin de pays. Comment ça se gère de un? Parce que des fois, c'est le sport qui va te sortir des ruelles puis qui va te sortir des taudis. La pression doit être très forte là également. Oui, dépendamment des objectifs de chacun, c'est sûr que quand on est, dans mon coin en tout cas, tous les jeunes, ils rêvent à un moment donné de dire « OK, je vais aller en Europe, je vais aller jouer pro, ainsi de suite ». Mais maintenant, c'est une question de moyens aussi et puis d'opportunités, Oui. parce que c'est pas nécessairement facile. De plus en plus, il commence à avoir des structures qui se mettent en place qui permettent de donner justement des opportunités à des jeunes qui rencontrent. On les met dans un cadre et puis après, il y a un processus de recrutement qui se fait à travers ça. Mais sinon, c'est pas évident, effectivement, d'avoir cette exposition-là aussi. Tu parlais tantôt, tu sais, on a des équipes semi-professionnelles, Oui. autant féminins que masculins ici. Est-ce que vous, tu sais, toi, en tant que directeur, vous commencez à recevoir des appels ou des courriels de gens de l'extérieur? Écoute, on a entendu parler de tel joueur qui joue. Est-ce que ça commence à... On à en a jaser un peu? quelques-unes. C'est sûr qu'on n'y prête pas beaucoup attention parce que c'est toujours une réalité différente. Par exemple, quelqu'un qui est soit en Afrique, en Asie ou quoi que ce soit, j'aimerais intégrer. Mais derrière l'intégration, il y a quand même un processus d'immigration et compagnie qui peut être long. Et puis des fois aussi, les gens, ils ont tendance à croire que parce qu'on est équipe semi-pro, qu'il y a de la rémunération, ainsi de suite derrière, alors que c'est pas le Il faut cas. être passionné plus qu'autre chose. c'est ça. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais nous, on se concentre beaucoup plus sur déjà les jeunes qu'on développe à l'intérieur du club pour les garder justement dans ce circuit-là, mais aussi dans les environs, dans la région. On voit de plus en plus d'athlètes et beaucoup au niveau féminin. On a reçu Élise Baudry ici qui sont recrutés en NCAA aux États-Unis, dans les meilleures ligues aux États-Unis. Ça aussi, c'est une fierté pour le programme du Celtics de voir de nos joueuses et quelques joueurs qui se distinguent de l'autre côté de la frontière. Effectivement, parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs et joueuses qui font partie justement de nos équipes semi-pro qui ont fait ce pas-là. C'est comme un cheminement naturel aussi après la formation, finir avec justement les études et puis concilier un petit peu les deux. Souvent, les études sont payées, ils ont des bourses d'études pour aller jouer là-bas. Donc... Et c'est des joueurs, des joueuses de bonne qualité, donc c'est sûr que ça fait aussi une différence. Et c'est encore une autre exposition pour le club nécessairement. Si on regarde, tu parlais de ligue semi-pro, il y en a quelques-unes au Québec, mais l'an dernier, l'équipe de Saint-Laurent, qui a donné une bonne opposition au championnat canadien contre le FC Toronto. Ça aussi, ça doit aider dans le sens que ça fait parler de vous autres, ça fait parler de « Hey, tabarouette, moi, je pourrais jouer contre Saint-Laurent si je vais jouer pour le Celtic. » Est-ce qu'un jour, j'aurai la chance de jouer en championnat canadien contre l'Impact dans un match de quart de finale? C'est tout ça aussi là, que ça amène. Bien, ça donnait une grosse vitrine à la Ligue en tant que telle, semi-pro au Québec, mais aussi à travers tous les clubs, justement, cette opportunité. Bien, quand ils font leur formation ou quoi que ce soit, ils doivent dire aux jeunes, mais regarde, un jour, c'est peut-être vous qui allez être là. Donc, nécessairement, ça donne un intérêt aussi particulier. Mais en plus, au niveau de le championnat canadien, je pense que ce qu'ils ont bien fait, c'est d'avoir cette opportunité des équipes semi-pro de jouer contre des équipes MLS. Donc, l'exposition est encore un peu plus grande aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça prend, Alex? Tu es un pédagogue là, de soccer. Qu'est-ce que ça prend pour... C'est quoi le mélange parfait d'un joueur qui va avoir toutes les aptitudes pour pouvoir avoir une bourse d'études, aller aux États-Unis et peut-être un jour percer? Le package idéal, est-ce qu'il existe comme joueur de soccer?
Ben, une recette magique, peut-être pas, mais je pense qu'il y a 2-3 choses qui sont quand même importantes à considérer. Déjà, dans la discipline, c'est-à-dire être régulier dans ses efforts, dans sa participation aux activités, et ainsi de suite. Et aussi avoir de la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire, ben, quand tu es à l'entraînement, ben, tu es sérieux, tu as envie d'apprendre, ainsi de suite. Mais je pense aussi que c'est une question aussi de passion parce que bon, c'est beaucoup de sacrifices après lorsque tu t'en vas là-bas. Donc, c'est important aussi d'avoir ça. Mais je pense que le plus important aussi, c'est un peu le talent. Hein. Ouais. Donc, être capable d'avoir justement des attentes, réussir à combler les attentes des différentes universités ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses importantes, mais c'est en fonction aussi de toutes les aspirations de chacun. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On est à quelques jours de Noël. J'imagine que pour vous aussi, ça va être un petit arrêt. Qu'est-ce qui s'en vient pour le Celtics? Là? On s'entend là, au niveau des ligues et tout ça, ça va recommencer au printemps, mais qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Bien, en ce moment, on finit un petit peu la période automne avec, chez les plus jeunes, on avait une session d'automne qui finit le 22 décembre. Et puis après ça, on va recommencer une autre à partir de janvier jusqu'au mois d'avril. Et les inscriptions sont ouvertes? Oui, les inscriptions sont ouvertes depuis 2 semaines maintenant. Donc après ça, bien, on va tomber dans la préparation de la saison estivale. Et puis dès le mois de février, on va commencer à lancer justement les inscriptions chez les jeunes. J'aime ça entendre ça, hein? Préparation Moi aussi, estivale, j'aime Alex. ça. Il reste 1 minute 40. Qu'est-ce que vous faites avec le multisport? Parce qu'on s'entend quand tu joues 3 au soccer, souvent tu as trop d'aptitudes, tu as des sports qui sont juxtaposés, qui sont en même temps. Vous êtes ouvert d'esprit. Oui. C'est important pour choisir votre programme en voulant dire « mon fils est très bon au baseball, mon fils est très bon, ma fille est très bon au hockey ». Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Oui, surtout, on a beaucoup de cas entre 10 et 12, 13 ans, à peu près, beaucoup de jeunes qui font hockey et puis soccer en même temps. Donc, surtout la période hivernale, on donne la possibilité à des jeunes de participer au lieu de 2, 3 activités, bien, une activité et puis de compenser aussi avec la sienne. Donc, c'est sûr que ça nous donne la possibilité de garder aussi les jeunes plus longtemps dans le soccer. Là. Puis c'est tellement important. Et moi, je le vis actuellement, surtout dans mon midget 3A, où est-ce que tu arrives à 16-17 ans, là, tu veux signer collégial. Je prône le multisport. À un moment donné, il faut faire comprendre aux parents aussi que, de toute façon, à long terme, tu ne seras pas capable de jouer les deux. Là, tu vas avoir un choix à faire. Mais en bas âge, c'est tellement important de laisser les jeunes faire leurs 2 sports. Tout à fait. Mais il faut que les parents comprennent qu'à un moment donné, midget 3 ou U18 ou 17, tu peux pas attendre parce que non, tu as un choix à faire. Ce qui est difficile souvent, c'est de voir qu'un jeune a du talent dans les 2 sports. Ben, c'est encore plus compliqué pour le jeune à ce moment-là. Donc, définitivement. En terminant, je tiens à saluer notre ami Stéphane Goyette de Goyette 360, Yes, qui a tout ses à bureaux ici au stade Au stade. du Pont-Ford. Je l'ai rencontré pas plus tard que cette semaine, puis il me disait qu'il entraîne de plus en plus de joueurs de soccer, travaille en collaboration avec vous autres. Cette année, on a repris un programme avec lui pour nos équipes 15 ans et plus, où justement il fait pendant la période hivernale de la préparation avec eux pour qu'ils soient prêts pour l'été également. Un bon coach. Ouais. Alex, merci de partager ton savoir avec Merci les beaucoup. gens de la région. Merci, Alex. C'est un honneur de t'avoir reçu à l'émission. Merci à vous. cette semaine. À bientôt. Toujours un C'est plaisir. le fun de parler soccer comme ça? J'ai adoré. Tabarouette. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, le mot de la fin. Bougez pas. Hey François, les gens ne savent pas, mais on a enregistré 2 shows dans la semaine du 3 décembre. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis habillé pareil depuis les 2 dernières semaines. T'es à Fort Lauderdale pour une bonne raison. Ah, écoute, il fait beau. Compétition de plongeon et de plongeon de haut vol avec Lisanne. Alors, j'ai bien hâte de revenir la semaine prochaine parce que Lisanne va être notre invitée. Ouais. Alors, on pourra en parler. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.